Bonjour à tous. Donc voilà notre deuxième table ronde sur la question de construire mieux. On vient de voir à travers la première qu'il y a une conjonction actuelle et une prise de conscience au sujet de la qualité du logement qui fait que nous allons pouvoir ensemble, l'ensemble des acteurs de la chaîne de la construction, faire un changement de paradigme aujourd'hui pour redéfinir un peu ce que c'est qu'un logement habitable. Donc le logement habitable qui doit être évidemment d'abord désirable, ensuite abordable et pour finir soutenable. Et c'est cette notion de soutenabilité qui aujourd'hui se rajoute à ce que pendant des années, effectivement, les architectes ont porté dans la désirabilité du logement, soutenable dans le sens de changement de mode de vie des Français, une prise de conscience qu'ils ont d'ores et déjà dans leur mode de consommation agroalimentaire. On commence à penser au circuit court et ne plus accepter que les tomates de Marmande montent à Rungis pour redescendre à Bordeaux, par exemple. Et donc une consommation plus responsable, le tri des déchets. Et est-ce que ces Français ne sont pas prêts aujourd'hui pour avoir aussi un regard plus responsable par rapport à leur cadre de vie? Un cadre de vie qu'il faut d'abord et avant tout qu'il soit agréable. Et les Français aujourd'hui se sont plus intéressés à leur logement à travers la crise qu'on vient de traverser de la pandémie, parce qu'ils ont passé plus de temps finalement dans leur logement. Et ils ont découvert les failles du système et tout ce qu'ils ne pouvaient pas faire, tout ce qu'ils ne pouvaient pas bouger, tout ce qu'ils ne pouvaient pas mettre à la place qu'ils voulaient, leurs adolescents qui ne pouvaient pas rester dans leur chambre comme ils auraient souhaité et utiliser leur espace comme il fallait, l'évolutivité des espaces qui manquaient, etc. Donc ce retour-là, plus la demande à travers le mouvement des Gilets jaunes de se rapprocher de son lieu de travail, avoir plus de services à proximité, etc. On fait une prise de conscience collective qui fait qu'aujourd'hui, les hommes et les femmes politiques sont demandeurs et les maîtres d'ouvrage qui, avec les architectes et construisent pour les Français, sont prêts pour construire ces logements plus adaptés à leurs désirs. On va commencer notre table ronde justement avec Monique Eleb, donc sociologue de l'habitat qui étudie depuis très longtemps l'évolution des modes de vie, qui va pouvoir nous dire si ces modes de vie ont finalement changé ces dernières années ou bien c'est nous qui découvrons le mode de vie des Français. Et vous êtes professeure honoraire, cofondatrice de l'école d'architecture de Paris-Malaquais. Et vous faites partie d'un laboratoire de recherche, justement, qui étudie ce mode de vie des Français. Je vous donne la parole pour que vous puissiez nous expliquer tout cela. Merci. Merci de m'avoir invitée. D'abord, j'ai été assez surprise par le titre de cette rencontre. Le logement, tout le monde en parle. Oui, mais ça ne fait pas très longtemps. Parce que moi, ça fait 40 ans que je travaille sur le logement. Et quand j'ai travaillé, par exemple, à la IGP pour restructurer le Grand Paris. Alors ici, François est témoin, il y a Simon René qui est témoin. Beaucoup de ces grands interlocuteurs qu'on avait voulaient m'empêcher de parler du logement en me disant « c'est pas d'échelle ». Vous vous souvenez ? On m'a même dit une fois, rentre dans ta cuisine, on n'a pas besoin d'entendre parler de l'intérieur du logement. Voilà, donc c'était quand même assez énorme. Alors, il y a un problème homme-femme, bien sûr. Hein. Les femmes, elles sont chargées du logement depuis toujours. Alors, évidemment, je n'adhère pas à cette idée. Mais beaucoup d'hommes estimaient que l'échelle, c'était l'échelle de l'urbain et pas l'échelle du logement. Et que rentrer dans le logement, ça n'avait aucun intérêt. Et que l'habitabilité, c'était donc un problème très marginal. Or, aujourd'hui, là, j'étais ravie quand j'ai vu
le titre de cette rencontre. En fait, on voulait me faire penser que travailler sur le logement, c'était pas à l'échelle, que c'était pas pertinent, et changement d'atmosphère depuis les confinements. Est-ce que c'est parce que les hommes étaient aussi confinés? Peut-être. Hein, peut-être. Ils se sont rendus compte de toutes les bêtises d'organisation, tous les chameaux, comme on dit en architecture, de tous les éléments qui ne collaient pas, qui ne faisaient pas que la vie coulait, que c'était facile d'être dans ce lieu, que le corps était à l'aise dans les logements. Donc en fait, tous ces défauts des logements, que la plupart des femmes surmontaient sans rien dire la plupart du temps, tous ces inconvénients, elles avaient fini par s'en accommoder. Les hommes arrivent et ils se rendent compte que ça ne va pas du tout. Donc ils se mettent à bricoler, ils se mettent à ranger, ils se rendent compte qu'il n'y a pas de rangement dans les logements français, hein, depuis très très longtemps. Il y a eu une époque où il y avait 4% de primes si on faisait... il y avait une prime si on faisait 4% de rangement dans les logements, et ça a été supprimé il y a au moins 20 ans ou 30 ans. Alors, bien sûr, il y a eu une prise de conscience, et cette idée est venue qu'on jugeait son logement par son habitabilité, et premièrement par un espace extérieur. La première chose qui a été critiquée, c'était le fait de ne pas avoir de rapport au ciel, de rapport à l'espace, de mettre les mains dans la terre, etc. Enfin, c'était l'idée qu'on était confiné à l'intérieur et qu'au fond, on n'était pas vraiment des vivants si on était enfermé chez soi. Donc il y a eu quand même une idée qu'il fallait que ce processus de transformation s'accélère et qu'on ait ou une transformation ou un ailleurs. Comme François est là, il va parler des transformations tout à l'heure, donc je vais laisser de côté un certain nombre de choses, mais je vais parler de l'ailleurs, un peu. C'est-à-dire que... Alors, donc, au fond, il y a eu avant que je vous parle de l'ailleurs, je vais vous parler de ce qu'on appelle, en la critiquant, la demande sociale. En fait, la demande sociale a changé. Et on a pu la palper. C'est très difficile de savoir quelle est la demande sociale. Là, on a eu énormément d'articles de journaux professionnels ou grand public. On a eu une multiplication des rencontres sur ces thèmes, comme aujourd'hui, par exemple. On a eu des recherches engagées. On a eu des missions interministérielles dont on vous parlait tout à l'heure. Et on a eu aussi des interrogations adressées aux chercheurs sur l'habitat. Le confinement a-t-il changé la perception de la population sur le logement? Oui, le confinement a changé. Et ça, on ne l'attendait pas du tout. C'est quelque chose qui nous est arrivé, malheureusement. Alors, la première chose, c'est effectivement d'avoir ce que j'appelle, la première demande, la première prise de conscience qu'il y avait quelque chose qui ne collait pas, c'était qu'on n'avait pas d'intérieur extériorisé. Ou l'inverse, d'ailleurs, d'intérieur intériorisé ou d'extérieur... Non, attendez, enfin, vous avez compris. Ou d'extérieur intériorisé. Voilà, c'est-à-dire quelque chose qui vous permet de posséder le ciel, comme je le disais, d'être ailleurs chez soi, ailleurs tout près. Voilà, d'avoir cette possibilité. En fait, déjà bien avant la crise écologique et la pandémie, cette demande était très forte. Et c'est vrai qu'un des premiers critères pour acheter un logement, c'était avoir une terrasse ou une loggia, enfin quelque chose qui pouvait faire qu'on était dehors, manger au soleil, prendre l'air, etc. C'est déjà au début du XXe siècle l'idéal des modernes, hein, de Le Corbusier, de toute une série d'architectes modernes qui voulaient avoir effectivement que le corps jouisse, l'idée que le corps jouisse à l'extérieur. Et donc,
un balcon, une terrasse, une loggia, etc. Ça permettait d'être dehors tout en étant chez soi. Et ça, c'est en fait un sentiment de liberté que beaucoup de gens veulent vivre. Alors, l'autre principe qui a été mis en avant et malheureusement choisi ou non, parce que beaucoup continuent à travailler chez eux, c'est le télétravail. Est-ce que les logements sont organisés pour le télétravail? Non. Alors, avant la pandémie, 20% de Français travaillaient chez eux. Ce n'était pas beaucoup par rapport à l'Europe et on estimait donc que ça allait évoluer. Bon, maintenant, il faudrait refaire des enquêtes pour savoir combien de gens réellement travaillent chez eux régulièrement. Alors, est-ce qu'on a besoin d'une pièce pour travailler chez soi? Alors, certains en ont. C'est autour de 20%, justement, c'est ces gens-là qui travaillent chez eux régulièrement. Mais globalement, on n'a peut-être pas besoin obligatoirement d'avoir une pièce réservée. Cela dit, il y a des idéaux. Et l'idéal pour moi, c'est l'immeuble équipé. L'immeuble équipé, ça veut dire un immeuble dans lequel on a prévu des pièces de travail qu'on peut louer ou acheter, différentes du logement. C'est-à-dire il faut sortir de chez soi. Bon, déjà, ça devrait être une règle, c'est-à-dire ne pas être dans son appartement pour travailler. Mais ça peut être à côté, ça peut être une pièce à côté, ça peut être une pièce dans l'immeuble, ça peut être évidemment des locaux de co-travail au rez-de-chaussée. Donc tout ça, ça devrait transformer l'immeuble. C'est en amont qu'il faut que ça se pense, et c'est déjà comme ça dans certains pays. Et il y a des exemples français. Nous, on l'a construit avec Vergely et Diner à Lyon. Hein, donc, c'est des choses qui se font. C'est pas du tout complètement impossible. D'autre part, qu'est-ce qu'il faut faire si on ne peut pas changer son logement? François va nous raconter ce qu'on peut faire. Hein. Agrandir les hauteurs, enfin, changer sans transformer complètement, je veux dire. C'est-à-dire repenser à des organisations qui font que la vie quotidienne est meilleure. Par exemple, l'idée de tourner autour d'un élément, c'est-à-dire d'avoir une relation corporelle qui n'est pas arrêtée par des murs. Ça, c'est quelque chose qui est très, très, très apprécié par les habitants. Et il y a toutes sortes d'organisations qui peuvent être très intéressantes sans tout changer. Alors, par contre, si on veut tout changer, il faut se souvenir qu'actuellement, il y a des propositions qui vont dans le sens de l'appartement village. C'est-à-dire un appartement composé d'éléments séparés les uns des autres, mais sur un plateau ou sur un toit, et qui permettent d'avoir des relations non obligatoires, mais choisies. Bon, c'est le cas, il y a un exemple à Tokyo qui est très célèbre, hein, de Sanaa, il y a évidemment MVRDV, etc. Donc, en fait, il y a toute une série d'expérimentations qui sont en train de se faire dans le monde pour rendre compte d'un groupe domestique mouvant où les personnes sont respectées. C'est des individus qui choisissent d'être ensemble et séparément à d'autres moments. Donc ça, c'est l'extrême de la transformation. Par contre, il y a le banal de la production française. J'en suis désolée, c'est copié sur le résultat d'un concours de 1913 de la ville de Paris. C'est le plan Henri Beck. Le plan Henri Beck, c'est ce que vous voyez construit aujourd'hui par des promoteurs, c'est-à-dire un rectangle avec il n'y a pas d'entrée.
là, il y a une ligne d'équipement de cuisine et 2 chambres sur le côté, et éventuellement une petite salle de bain. Donc le plan Henri Beck de 1913, il était fait pour les indigents, pour les plus pauvres des plus pauvres. Or aujourd'hui, ce plan, c'est celui qui est le plus produit pour toutes les classes sociales. Donc c'est un recul absolument phénoménal. Voilà, donc pour moi, on est vraiment en retrait par rapport à beaucoup de choses. Bon, je vais m'arrêter parce que vous avez compris, j'ai un Covid long et que je n'arrive pas à respirer. Mais on va revenir vers vous, on va vous laisser reprendre votre respiration. Je me retourne vers François Leclerc, puisqu'on est à l'échelle de l'habitat même, avant d'aller discuter plus loin, à l'échelle de la ville et du bâtiment. Donc, je rappelle que la question, c'est comment construire mieux, comment améliorer la qualité et le confort des logements existants et ceux qui seront construits. Alors, effectivement, François Leclerc, tu es co-auteur du rapport que Madame Wargon vous a commandé avec Laurent Girometti, le référentiel de qualité de logement. Est-ce que tu peux nous expliquer, tout en faisant effectivement une synthèse de votre rapport, mais de comment on peut faire concrètement, même dans l'existant, pour améliorer cette qualité et ce confort? Effectivement, on parle beaucoup de l'extérieur, mais là, pour une fois, c'est un rapport qui s'intéresse beaucoup plus à l'intérieur du logement. Non, mais c'est vrai, je suis absolument d'accord avec tout ce qu'a dit Monique, y compris que la révélation des hommes dans l'appartement qui a fait peut-être bouger les choses. Je ne sais pas si c'est mon cas, enfin peu importe. Mais en tout état de cause, je voudrais revenir justement sur là où on en est et pourquoi on en est arrivé là. C'est-à-dire, à un moment, il faut regarder historiquement depuis quelques décennies, et juste pour remarquer que ce qu'on essaye de proposer, ou ce qu'on a proposé dans ce rapport, et qui ça fonctionne quand même grosso modo, c'est que finalement on fait un rattrapage. C'est-à-dire qu'avant, du point de vue du logement de masse, on va dire, les surfaces étaient souvent meilleures. Alors, pourquoi on est arrivé là, je parle des années 60 comme ça, qui montre dans cette courbe du XXe siècle que tu évoquais, Monique, qui est à peu près le summum, dans une atmosphère assez étonnante où il y avait une sorte de sacralisation du logement quasi industriel, une sorte de fascination de la machine industrielle qui donnait ces UP qu'on adore détester, mais qui fabriquaient du logement à chaque fois doublement orienté, ces barres un peu trop maigres, qui sont ici ou là, vous connaissez, mais qui faisait qu'il y avait une qualité typologique. Le logement avait une qualité typologique. Et puis dans les années 70, il s'est passé plusieurs événements, plusieurs phénomènes que je vais évoquer très rapidement. D'abord, c'est un phénomène intellectuel par rapport à la ville et l'architecture qui fait qu'on s'est intéressé beaucoup plus soudain à la ville qu'au logement. Le logement était presque le remplissage de la ville. Alors c'est des tas de phénomènes qui ont parcouru le monde à ce moment-là, mais qui fait que finalement il y avait une sorte d'idéalité d'une ville qui était supposée de dire qu'on avait une place, on avait une beauté des choses et que l'appartement était finalement presque secondaire par rapport à ça. C'était une espèce de revanche de la ville qui a mis la typologie du logement un peu en deuxième plan. Ça, c'est une chose qui s'est poursuivie dans le temps. Donc, ça a été d'abord le retour à la ville. Ensuite, de la part de l'urbanisme mainstream, un rapport au paysage qui a supplanté tout, le rapport au grand territoire que tu évoquais. Dans le Grand Paris, on n'évoquait pas le logement, on était très grand territoire et tout le monde se galvanisait de ça. Et on oubliait totalement la brique essentielle de la ville qui était le logement. Donc ça s'est poursuivi jusqu'à très récemment. Et c'est vrai que le Covid est un révélateur et un accélérateur d'une prise de conscience qui existe quand même précédemment à ce Covid. Ça, c'est un événement. Il y a aussi, dans les années 70, le coût du pétrole,
enfin la crise énergétique qu'on retrouve ici maintenant, mais dans 73, le choc pétrolier, etc., qui a dit qu'il fallait s'intéresser à d'autres sujets. Donc l'intelligence s'est focalisée sur la boîte thermos et en oubliant un peu le reste. Donc effectivement, précédemment, les années 60, les logements que j'ai tendance à défendre étaient des passoires thermiques, donc énergie aussi dans cette énergie-là. Et puis ensuite, il y a deux autres événements que je considère dans les années plutôt un peu plus tard, quoi. C'est une extrême financiarisation, c'est-à-dire grosso modo les grands maîtres d'ouvrage publics, enfin l'histoire des VFA, l'histoire Pinel, etc. Vous connaissez tout le système, etc. C'est-à-dire, on avait des grands opérateurs qui avaient des espèces de vocation presque idéologique de faire des logements comme ça exceptionnels autour de la Caisse des dépôts, souvent, etc. Donc, ça s'est marginalisé. Et donc, la fabrication s'est faite de manière beaucoup plus financiarisée. Et l'autre point aussi dans ce moment-là, c'est peut-être qu'en France, en France, beaucoup plus que dans tous les autres pays européens, c'est une métropolisation plus importante qu'ailleurs, qui a fait que la structure de l'emploi, avec la désindustrialisation, a fait qu'il y a eu quand même une espèce de focalisation, principalement sur Paris, bien sûr, mais de dire que il y a eu la métropolisation, elle est effective. C'est-à-dire quand on se promène en Italie du Nord ou en Allemagne, etc., on a ce côté urbanisation constante. Alors on peut ensuite dire c'est la campagne, etc., qui se fait clignoter et tout. Mais il y avait quand même une structure d'emploi qui n'est pas du tout le même. L'emploi du service dans la structure économique française fait qu'il y a cette notion de concentration, donc avec tout ce que ça veut dire du point de vue logement, du point de vue entassement, du point de vue etc., etc. Donc voilà, ça c'est les 4 points qui fait que finalement moi je sais pas quel âge j'ai, mais moi aussi ça fait 40 ans finalement, ou peut-être 30 et quelques que je construis, et quand on faisait des 3 pièces quand j'ai commencé et des 3 pièces maintenant, ne sont pas les mêmes. Donc, ils sont devenus souvent monorientés pour des raisons de rentabilité de l'espace. Enfin, on est passé de 12 mètres à 15 mètres avec un couloir beaucoup de monorienté. On est arrivé à des phénomènes que j'ai pu analyser au fur et à mesure. Vu mon âge, finalement, j'ai vu la transformation se faire sous mes yeux pendant ce temps-là. C'est-à-dire des logements plus petits, la cuisine qui disparaissait très très fréquemment. Il y a des proportions par rapport à ça. Il y a des études qui ont été faites. Les cuisines qui disparaissaient, les entrées aussi qui disparaissaient. Et j'ai fait des recherches pendant ce référentiel-là. Il suffit de taper Pinel et puis regarder un peu, je sais pas quoi, et on voit des offres où il y a des 3 pièces qui peuvent descendre à moins de 55 mètres carrés, à 53, à 52, etc. Ça peut être à 55, alors que quand j'ai commencé, c'était 63, quoi. Donc ça a baissé en surface. Alors il y a plein d'architectes qui disent le petit wonderful, mais pas que. C'est-à-dire, à un moment, c'est-à-dire quand c'est monorienté, quand il y a moins de stratégie de pièces subtiles, etc. Voilà, ça fonctionne beaucoup moins, quoi. Ça fonctionne beaucoup moins bien. Et donc, je répète, le Covid nous a aidé à ça, à une réflexion, à remettre ça un peu à plat comme ça. Maintenant, si je parle de la manière dont on a vu les choses, effectivement, je suis tout à fait d'accord sur le portrait qu'on peut faire de la vie d'une famille ou d'un couple ou de quelqu'un de seul dans un logement, entre son travail, des gens qui sont là ensemble, qui cohabitent avec plus ou moins de tendresse et d'amour. C'est très compliqué. Je me mets toujours dans la peau pendant le confinement, on était tous enfermés là-dedans, d'un môme de 17 ans qui déteste sa belle-mère, son beau-père, ses frères, ses sœurs, etc., et qui se retrouvait dans une pièce une chambre qui fait 9 mètres carrés, mais quand on retire le placard qui fait 7 mètres carrés et demi, ou dans lequel il y a une seule position d'un petit lit et d'un petit bureau, et qui doit rester là-dedans dans son désespoir. Non, mais compatissez. C'est de l'adolescent dont je parlais tout à l'heure. je me mettais dans cette histoire-là. Et puis ensuite, cette salle commune où il y a tout, cuisine, séjour, etc., qui fait 20-22 mètres carrés maximum, dans lequel éventuellement on travaille avec
on voit les casseroles derrière, quoi. Enfin, bref, c'était assez bizarre tout ça. Alors, le confinement est exceptionnel, je suis d'accord, mais voilà. Donc, si vous voulez, le référentiel se base toujours sur 3 éléments structurants. L'un, c'est la surface ou le volume, parce qu'on propose ici de mettre 70 en fonction des possibilités de PLU. La surface, sachant que en regardant, on a regardé tout ce qui se passait en Europe, on est les mauvais élèves quand même, il faut le savoir. Souvent, les impositions de surface sont pour les pièces à vivre. Donc de dire qu'éventuellement, cuisine séjour, par exemple en Belgique, ça ne doit pas faire moins de 28 mètres carrés pour en 3 pièces. Vous voyez, et puis une chambre, pas moins de 12, 13, 14 selon les pays. Donc ça, c'est des choses essentielles, très, très simples. Il y a l'histoire du volume et de la hauteur. J'ai répété au PLU, mais c'est me semble très important pour des tas de raisons. Ensuite, il y a l'histoire de la prolongation extérieure et du rapport à l'extérieur, autant par rapport aux fenêtres que par rapport à des balcons, des terrasses, des jardins vraiment réels. Et puis cette notion de rapport à l'extérieur, c'est cette notion d'orientation. C'est-à-dire la monorientation sud, monorientation nord, il y en a plein qui ne sont pas terribles du tout. Monorientation sud, c'est aussi un vrai sujet thermique. C'est-à-dire vous laissez votre logement plein cagnard pendant une soirée d'été, vous ne pouvez pas rafraîchir, quoi. C'est parce que c'est monorienté. Donc on a travaillé beaucoup avec Franck Boutet là-dessus, etc. Et ça marche d'ailleurs avec la hauteur sous plafond pour que l'aérolique se fasse bien. Et le dernier point sur lequel on a largement insisté, c'est sur la transformabilité, la mutabilité, sachant que tout peut évoluer dans le temps. Voilà. Qui va jusqu'au nouveau phénomène sépartement, qui sont les appartements où les enfants restent au milieu et les parents sont des deux côtés. Oui, mais enfin... Et voilà, qui vraiment, c'est le dernier sorti. Oui, mais c'est le dernier sorti, sauf que ça a été construit en 2003, je sais plus, dans une ville de l'Est. Et en fait, l'idée de départ de l'OPHLM qu'il a fait, c'était que les 3 générations vivent ensemble. Et les grands-parents, les parents et les enfants. Et donc avec une pièce commune qui permettait, avec 3 portes, qui permettait justement que les grands-parents soient avec les enfants au moment où ils sont seuls. Et donc, en fait, c'est pas du tout une invention de Madame Boringer, mais ça existe. Non, on ne réinvente plus rien. Non, mais en revanche, c'est ce qui aujourd'hui est de plus en plus demandé, de pouvoir avoir des logements modulaires, effectivement, et transformables pour que dans une durée de vie, effectivement, les personnes âgées aussi puissent louer leurs pièces en plus, etc. Si je peux terminer justement par rapport à ça, pardon, mais parce que tout à l'heure j'étais sans voix, il faut tenir compte des phases de la vie. Aujourd'hui, il y a 5 phases de la vie, et ces 5 phases de la vie, il faudrait qu'elles puissent se trouver dans un espace transformable. Alors, transformable, adaptable, etc., et réversible. Et donc, en fait, l'avenir est là. Moi, si je vois un avenir très différent de ce qui se passe aujourd'hui, c'est dans la réversibilité, dans la transformabilité. Alors, Hélène Geoffroy, vous êtes maire de Volon-Velin, pardon. Voilà, j'arrive à le prononcer. Vous êtes également vice-présidente de la métropole de Lyon. Le logement n'est jamais tout seul, il est dans un contexte, il est dans un îlot, un quartier, un territoire. Et de plus en plus, donc, la question de la densité qui a été abordée tout à l'heure est posée. Mais pas que, la question de la métropolisation aussi, le polycentrisme. Il y a un vrai souhait aujourd'hui d'aller plutôt vers les villes rhizomes qui s'entraident, qui existent ensemble et qui fassent un peu plus attention aussi à leur périphérie. Est-ce que la question de la qualité du logement pour vous, ça se pose à quel niveau? Est-ce que la mixité sociale en fait partie? Est-ce que voilà, le panel est assez grand? Vous l'abordez par quel bord? Voilà. Alors forcément par des abords multiples. La métropole de Lyon a la particularité de gagner beaucoup d'habitants et d'avoir peut-être une des croissances démographiques les plus importantes
du pays, 1% en moyenne sur les quasi 10 dernières années. Ma ville gagne 3% d'habitants par an, quand on est au niveau national à 0,5%. Et donc la question du logement devient une question préoccupante, parce qu'il n'y a pas assez de logement social notamment, que les demandes sont fortes. Et dans le même temps, nous sommes un territoire avec ses banlieues en plein renouvellement urbain, c'est le cas de Vaux-en-Velin, et qui s'interroge sur les dysfonctionnements urbains. Donc quand j'entendais la table ronde précédente sur la densité, en disant le regret que les maires ne veuillent pas plus de densité, je fais partie des maires qui ont été élus en 2014 en disant que je ferais attention au rythme de construction de logements. Et je l'ai d'autant plus dit que je suis dans une ville dont on ne peut pas dire qu'elle n'a pas connu des dysfonctionnements urbains. C'est difficile d'expliquer aux habitants de Vaux-en-Velin que construire toujours plus, c'est forcément bien, quand certains en sont à leur 3e relogement suite à des démolitions depuis 40 ans de politique de la ville. Donc on est bien obligé de penser ce rapport à l'habitat peut-être de façon un peu différente d'une ville moyenne ou d'une ville dans le périurbain. Et donc forcément, nous, la question du logement, elle est essentielle à la fois dans le parcours résidentiel possible, c'est-à-dire quel type de logement je peux occuper à différents stades de ma vie, entre le logement social, le pavillon, devenir propriétaire. Puis j'en dirai un mot peut-être sur les outils. Et puis sur la qualité du logement et sur l'environnement. Alors peut-être 2 éléments pour ne pas être trop long. Sur la qualité du logement, sur la qualité du logement d'abord. Ce qui frappe dans nos UP, évidemment, c'est qu'elles sont les mêmes un peu partout. Dans une vie antérieure, j'ai été secrétaire d'État à la ville et à ce titre-là, j'ai fait le tour des banlieues françaises et j'ai été assez frappée de retrouver finalement Vaux-en-Velin partout, du nord au sud et de l'est à l'ouest. Mais j'ai retrouvé le Vaux-en-Velin de la ZUP des années 60. Mais ce qui était frappant, c'est de retrouver le Vaux-en-Velin du renouvellement urbain du début des années 2000. Et je me suis dit finalement, nous sommes en train de refaire les mêmes choses partout, ce qui veut dire y compris dans l'appropriation des habitants sur la qualité d'un logement et d'un habitat. Il n'y a pas de différenciation. Et donc le sentiment, vous parliez d'industrialisation, eh bien le sentiment que c'était toujours le cas. Et donc, dans un des sujets, me semble-t-il, si on veut redonner quelques lettres de noblesse à la densité, c'est évidemment cette réflexion que nous devons avoir en termes d'aménagement sur l'immeuble, le collectif, et puis sur la qualité du logement aussi. Dans la métropole de Lyon, dans notre plan local d'urbanisme et d'habitat, nous avons introduit la taille du logement, parce que c'est devenu un sujet crucial. Vous avez des habitants aujourd'hui qui ne quittent pas leur T3 et leur T4, même si la composition familiale a diminué, parce que les enfants ont grandi, parce qu'ils n'ont tout simplement pas de place où mettre une partie de leurs meubles, et je ne parle pas des meubles des enfants, mais des leurs, dans un T2 ou un T3 plus neuf, parce qu'effectivement, on a réduit les tailles, on a repensé l'emplacement de la cuisine, et la réalité, c'est que ça peut être très moderne, mais en tant que maire, lorsque je reçois les habitants qui demandent un logement, et en tout cas pour un logement social, beaucoup sont perplexes face à la nouvelle composition telle qu'elle a été pensée, elle aussi un peu systématisée. Et quand j'entendais dire que c'était peut-être lié au fait que j'entendais ma voisine sociologue nous expliquer le rapport au logement, et considérant que l'intérieur était une affaire plus féminine et que ça expliquait qu'on ne s'en soit pas occupé. C'est intéressant comme analyse. Ce qui est sûr, c'est que c'est devenu aujourd'hui, en tout cas, et un peu avant le confinement, un vrai sujet, parce que sinon, nous n'arrivons pas à refaire, dans ce qui est maîtrise de la puissance publique, c'est-à-dire du logement social, si nous ne retravaillons pas la taille des logements et leur organisation, en tout cas, on a du mal à répondre à la demande très clairement aujourd'hui. Et parce que les habitants, même s'ils demandent un logement social, souhaitent aussi pouvoir y vivre correctement. Et je ne parlerai pas des questions de suroccupation des plus propres banlieues. Et puis, pour finir avec le cadre de vie, peut-être dans ce qui, à mon avis, fait partie de nos sujets. Donc, il y a le PLUH qui est un outil important.
Et puis, il y a bien sûr tout ce qui est autour du confort donc thermique, mais j'imagine que ce sera abordé sur toutes les questions de rénovation. Au niveau de la métropole de Lyon, c'est vrai que nous avons un grand plan de rénovation des bâtiments privés et bien sûr bailleurs sociaux, du raccordement chauffage urbain pour diminuer les coûts de chauffage. Et puis, si je reprends ma casquette de maire, tout ce qui est autour du cadre de vie, vous en parliez. Quand vous avez un logement qui est dans un collectif, vous pouvez avoir envie d'avoir accès à des jardins partagés, à des espaces publics à proximité. Ça fait partie de construire mieux, d'avoir cet environnement. Travailler sur la prévention situationnelle pour des questions de sécurité, c'est important aussi. La mobilité, évidemment. Et puis, se développe beaucoup l'habitat coopératif, un peu partout en France, et beaucoup dans notre métropole. Et pour accueillir à Vaux-en-Velin un habitat plutôt voulu par des personnes qui souhaitaient vieillir dans un format coopératif, ce qui est très intéressant en réalité, c'est tout ce qui est mis en partage, et vous le disiez sur l'espace de travail, mais surtout sur un certain nombre d'espaces de vie commune. Et je pense que là-dessus aussi, il y a une réflexion intéressante pour seulement construire mieux, mais habiter mieux aussi une fois qu'on a construit. Et ça fait partie, à mon avis, des vrais enjeux qui viennent devant nous. Et je n'ai pas parlé, mais peut-être que ça reviendra dans le débat, de tout ce qui est filière autour des matériaux pour construire, puisqu'il y avait la question de construire mieux, toute la question des matériaux, mais peut-être que nous y reviendrons. Peut-être un mot sur le foncier aussi. Quelle est votre politique autour du foncier ? Nous avons, alors, dans la métropole de façon globale, un foncier qui a un coût de plus en plus élevé, notamment sur Lyon et Villeurbanne, qui concentre une pression foncière le cœur. Et nous avons développé notre office foncier solidaire, qui est devenu une société coopérative. Nous l'avons délibéré il n'y a pas longtemps pour dissocier, vous le connaissez bien l'outil, le prix du bâti et du foncier. On a à la table ronde précédente dire que les Français n'étaient peut-être pas prêts, mais en réalité, oui, intellectuellement, mais lorsqu'on est dans une pression soutenue, c'est un objet qui commence à fonctionner. Nous l'avons mis en place il y a... J'essaie de calculer avec la pandémie, on remonte toujours un peu 2018, 2019, voilà. Et on est sur les premières opérations qui vont sortir et un réel engouement en réalité de personnes qui deviennent donc propriétaires du bâti, qui n'auraient jamais pu le faire sans un endettement important. Donc ça, c'est un enjeu. Et puis on a l'autre enjeu de construction du logement social et de ces fameux 25% sur lesquels je pourrais dire beaucoup. Est-ce qu'il faut le caper ? Est-ce qu'il faut le caper? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut dire qu'on ne construit pas plus de 30% de logements sociaux? Est-ce qu'on met Le débat est très vivant. Alors, je peux vous donner en tout cas un avis qui est le mien. Il y a déjà arrivé à faire avant de travailler le plafond, quand même réussir le plancher. Et les contrats de mixité sociale qui ont été mis en place et qui ont permis de travailler aussi sur l'obligation d'avoir des résultats au-delà des amendes, c'est-à-dire qu'un préfet qui prend la capacité de signer les permis de construire, cela fonctionne. Il faut garder la même détermination, et c'est l'enjeu pour l'État. Et d'avoir moi en tout cas, je suis attachée à la mixité sociale, et c'est vrai que dans ma ville, une partie du logement social qui a été démolie, je ne l'ai pas reconstituée. La ville, historiquement, elle était à près de 70% de logement social. Quand je suis arrivée, elle était autour de 60%. Je suis à mon deuxième mandat. Nous arriverons à 50% de logement social parce que je considère qu'il faut équilibrer. Mais je reconnais que c'est un débat très vivant chez les maires et que nous ne sommes pas tous d'accord sur ce sujet-là. Je pense qu'ils vont en débattre lors de la prochaine table ronde encore plus en avant. Emmanuel Logno, vous êtes donc le président du groupe Quartus. Vous avez appelé aux États généraux du logement. Donc vous avez une vraie demande de qualité en tant que promoteur pour le logement, et vous ne voulez pas être le bouc émissaire de tout ce qu'on rejette aujourd'hui dans la mauvaise qualité du logement.
Vous avez été 3 fois lauréat lors de l'AMI engagé pour le logement. Vous êtes vachement renseigné quand même. Ben, je faisais partie du jury, c'est pour ça. C'est moi qui suis mal renseigné en fait. Voilà, et dont 2 projets incubés. Je vous félicite. Et donc vous allez pouvoir nous parler des cas concrets d'amélioration de tout ce système de fabrication de l'habitat. Et aussi bien j'ai cru comprendre que vous travaillez beaucoup aussi les nouveaux matériaux biosourcés, le circuit court. Je vous laisse nous expliquer tout ça. D'accord. Bonjour à tous et merci de me recevoir. D'abord, je voudrais revenir sur ce qu'a dit Monique Eleb, c'est-à-dire la première question qu'elle a posée. Est-ce que le logement, tout le monde en parle? La vérité, c'est non. La vérité, que c'est faux encore aujourd'hui, et pourtant on a 2,5 millions de mal logés en France, et pourtant on a des besoins qui sont immenses, et pourtant on a des gens qui ont du mal, des concitoyens qui ont du mal à décohabiter. Et évidemment, et c'est pas Patrick Brauzek qui est là qui dira le contraire, c'est dans les zones les plus difficiles, c'est chez les gens les plus modestes que ce sujet du logement est le plus délicat. Et pourtant, on construit pas ou plus en France. C'est un sujet qui est important et dont il faut s'interroger, il faut essayer d'en comprendre les causes. D'abord, moi je pense que les gens ont plus le goût de la ville. La ville, elle fait plus rêver parce que en fait le compte n'y est pas entre les avantages de la ville qu'on vient trouver en ville. Les services, l'accès à l'école, c'est la première chose d'ailleurs qui est demandée par nos concitoyens, la santé, et puis face à tous ces avantages, les loisirs, la culture, etc. Et puis face à ça, les contraintes qu'on est prêt à subir de la ville. Des surfaces plus petites, je vais y revenir. La bousculade dans les transports, l'air pollué, le manque de nature. Donc il y a un équilibre qui se fait plus aujourd'hui et qu'il faut réussir à rétablir. Et ça, c'est notre responsabilité à nous, les socioprofessionnels, c'est de participer à ça. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que quand même, il faut sortir des injonctions contradictoires. Il faut quand même qu'en France s'impose un projet. Aujourd'hui, l'État n'a pas de projet. La preuve, c'est qu'il n'y a pas de ministère de la ville, du logement et des territoires. Vous avez un sous-ministère du logement, mais vous n'avez pas de ministère du logement. Et encore, c'est devenu un ministère, c'était un secrétariat d'État. Quand vous posez la question à M. Macron, Monsieur le Président, il faut vous occuper du logement, il vous dit oui, mais qu'est-ce qui se passe réellement? Donc, la première chose, c'est d'avoir un projet. C'est quoi le projet? Je parlais des injonctions contradictoires. Aujourd'hui, il faut assumer le sujet de la densité. Il faut assumer de faire de la ville sur la ville. La seule façon de libérer de l'espace, de faire revenir de la nature en ville, puisque c'est ça que nos concitoyens attendent, c'est de monter. Il faut pas avoir peur de monter. Le problème, c'est pas de monter. Le problème, c'est ce mot de densité qui est une espèce de mot fourre-tout où tout le monde exprime son mal-être en ville. Mais la densité, de quoi on parle? On parle de densité humaine, on parle de densité urbaine, on parle de densité ressentie, on parle de densité calculée. On parle de quoi? Là aussi, on a un rôle à jouer pour justement faire qu'une ville comme Paris, qui est une ville extrêmement dense, elle n'est pas ressentie comme une ville dense. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons, on pourrait en parler. Parce que d'abord, elle est belle. Mais ce n'est pas la seule raison, parce que aussi vous avez à l'échelle du piéton une animation tous les 30 mètres, 50 mètres, qui fait qu'en permanence,
vous avez le regard qui suit ici un bistrot, là une boutique, là le ciel bleu. Encore que Paris, sur le plan urbain, il y a beaucoup de choses à dire sur les rues arrivent un peu sont fermées et on n'a pas ce regard qui s'échappe sur le grand paysage et ce regard qui s'échappe sur le ciel bleu, ça participe justement à un sentiment de moindre densité. Mais bon, là, peut-être que je m'égare un peu. Mais en tout cas, il faut qu'on réussisse à construire. Il n'y a pas de recette pour construire. Le fait de construire, c'est toujours quelque chose d'extrêmement contextuel. Alors je reviens sur nos sujets, mais je voulais au préalable dire un mot quand même sur ce sujet, sur cette question qui nous est posée du logement, et dire encore une fois que pour moi, effectivement, il y a une certaine urgence aujourd'hui à s'occuper de ce sujet. Sur le sujet de la qualité, tout à l'heure, j'entendais François qui parlait des surfaces en disant il faut des surfaces plus grandes de logement. Il a raison, il faut des surfaces plus grandes. La vraie question, c'est que de quoi on parle? Si on dit aux gens c'est quoi votre logement préféré, idéal, ils vont vous dire moi je voudrais avoir 400 mètres carrés avec un beau jardin, une grande terrasse, la vue sur la mer et puis pouvoir aller à côté à mon logement. Le vrai sujet, c'est qu'on gère des contraintes. Et que cette gestion des contraintes, la question c'est est-ce qu'on doit légiférer là-dessus ou laisser la possibilité à nos concitoyens de gérer ces contraintes. Il y a une mère de famille, je prends cet exemple parce que Pascal Chambardelot, que vous connaissez, a beaucoup travaillé sur le logement participatif, qui lui disait, moi je préfère avoir un appartement plus petit, mais avoir 3 chambres pour mes 2 enfants. Pour moi, je veux que chacun de mes enfants ait une chambre individuelle. Mais j'ai des moyens qui sont ceux-là. Et bien avec ces moyens, les moyens qui sont ceux-là, on est obligé de faire un logement qui est un logement à 4 pièces, qui est un peu plus petit, mais en tout cas, sa volonté, c'était d'avoir ces 3 chambres. Il faut laisser la possibilité aux gens, et puis leur offrir la possibilité, c'est ce qu'a fait Pascal, d'être dans son rôle d'architecte, c'est-à-dire de dilater l'espace. Et nous, de les accompagner à travers des systèmes. Aujourd'hui, avec le digital, on arrive à permettre des aménagements qui soient au goût de la personne, d'avoir un accompagnant beaucoup plus personnel. Tout à l'heure, quand vous parliez de sociologie, on aurait pu aussi parler de l'empowerment, de cette volonté de plus en plus marquée des gens de faire eux-mêmes chez eux. Donc il faut les accompagner là-dedans pour leur donner, et pas forcément légiférer ou pas forcément leur dire voilà, c'est comme ça que vous devez habiter, avec un family room dans lequel vous vous retrouvez tous et puis des chambres autour. Il y a certains qui voudront avoir que des chambres et une cuisine et qui s'en foutent d'avoir un salon. Donc il faut donner la possibilité aux gens d'aménager eux-mêmes leur espace, d'où le sujet de la réversibilité qui doit être maximum, il doit être à l'intérieur des espaces et en transformation, effectivement, pour demain pouvoir avoir une nouvelle vie, donner une nouvelle vie aux immeubles. Sauf que, effectivement, en France, on est aussi obsédé par, moi je trouve, en tout cas c'est mon avis, par la réglementation. Il faut cocher les cases. Sauf que en cochant toutes ces cases, je vous donne un exemple. La RE 2020, qui est une bonne chose, sauf que la RE 2020, elle a été construite justement, c'est la réglementation thermique 2020. Énergétique 2020. Elle a été faite pour que justement notre industrie s'adapte aux évolutions de la performance qu'on attend des immeubles.
de plus en plus, les opérateurs, les aménageurs anticipent en nous disant la RE 2020, il y a des jalons. Il y a un jalon 2025. Aujourd'hui, on nous dit le jalon 2025, vous allez le remettre en 2020. Sauf que l'industrie n'est pas prête tout à fait. Donc les coûts de construction augmentent de façon forte. Et ça se fait au détriment de quoi? Au final, ça se fait au détriment de la surface des logements. Parce que le coût d'aménagement du foncier en France est très important. Donc si vous augmentez, si vous avez un prix qui est un coût de construction qui augmente, la capacité d'endettement étant fixe, la surface du logement, elle, va diminuer mécaniquement. Donc il faut laisser du temps au temps pour pouvoir construire de façon durable à moindre coût. Je reviens sur cette RE 2020. Elle plafonne l'ensemble des immeubles à un cycle de vie de 50 ans. Vous savez, il y a un rapport entre le poids d'un immeuble et son bilan carbone. C'est pas moi qui le dis, c'est le pavillon de l'Arsenal qui le dit, c'est des études qu'ils ont menées qui le disent. Sauf si vous prenez les bâtiments des années 70, qui étaient très légers en carbone, vous regardez leur durée de vie, elle est de 30 ans. Regardez des immeubles comme ceux-là, des immeubles par exemple du Sentier de l'époque, Eiffel, qui ont eu déjà 10 vies, qui en auront encore 10. C'est vrai qu'ils pèsent lourd et qu'ils ont un poids carbone qui pèse lourd. Si on les avait passés au crible d'un bilan carbone, on aurait préféré le bâtiment des années 70 au bâtiment Eiffel. Je dis ça simplement pour dire que, à force de vouloir réglementer, à force de vouloir cocher des cases, on finit par oublier des choses essentielles. Et je pense dans le rapport qu'on a à la construction et aussi au logement, c'est aussi l'aspect émotionnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, finalement, à vouloir tout réglementer, on finit par tout standardiser et avoir des bâtiments qui finissent par être extrêmement homogènes et sans véritable charme. C'est Stendhal qui dit quelque chose que j'aime bien. Il parle du rapport de la beauté et du bonheur en disant « la beauté, c'est une promesse de bonheur ». Dans une ville, c'est la vérité aussi, c'est la même chose. Voilà, donc il faut réussir à faire des jolies choses à l'intérieur de nos villes. Alors, pardon, mais je m'égare à chaque fois. Mais non, mais pour vous faire revenir, j'ai une question précise. Est-ce que c'est possible aujourd'hui de construire avec des matériaux éco-responsables et être abordable? Alors, avoir un logement abordable, et si ce n'est pas le cas, quels sont les freins? Voilà. Le frein principal, c'est le foncier. Aujourd'hui, vous avez un marché qui est complètement déséquilibré entre l'offre et la demande. Vous avez une pression sur le foncier qui est énorme, qui est exercée. Nous, promoteurs, encore qu'on pourrait débattre aussi du mot promoteur, il a beaucoup évolué parce que, comme vous le savez, je suis aussi propriétaire d'une usine qui produit des briques de terre crue. Donc, et puis à l'inverse, je suis aussi investisseur et j'accueille toute la PropTech nantaise dans un bâtiment qui s'appelle la Halle 6. D'où ma question sur les matériaux. Parce que le foncier, oui, mais les matériaux. Oui, mais le problème, si vous voulez, c'est que tout part de là. C'est qu'en zone tendue, on n'a pas eu de politique et on n'a pas de politique foncière extrêmement forte, dirigée de manière à pouvoir avoir derrière une qualité d'habitat qui soit celle qu'on voudrait tous. C'est-à-dire que simplement, moi je pense que les opérateurs
seraient capables aujourd'hui de signer un pacte pour dire, parce que nous, on n'a pas d'intérêt à ce que les prix augmentent, mais les prix sont trop élevés. Il faut réussir à faire baisser les prix. La seule façon de faire baisser les prix, c'est d'avoir une politique foncière qui soit extrêmement autoritaire. Si, en zone tendue, si ce n'est pas le cas, vous avez le coût de construction qui devient la variable d'ajustement. Et ensuite, c'est une des explications au fait de mal construire. Alors, vous me dites maintenant chez nous, chez Quartus, comment on fait ? Déjà, on n'est pas dans une stratégie de volume. C'est-à-dire que moi, je fais quand je peux faire. Voilà. Et je fais ce que j'ai envie de faire, c'est-à-dire des projets qui ressemblent à notre raison d'être, c'est-à-dire d'aborder ce métier avec une certaine responsabilité. Alors, tout n'est pas réussi. On essaye effectivement, là on a gagné un concours avec de la paille, on a fait des projets avec de la terre, on a fait des projets avec du bois, on a fait des projets avec des matériaux éco-responsables, et ça fonctionne. Il n'y a pas une solution. Encore une fois, toutes les solutions, elles sont contextuelles. Et en général, elles sont mixtes. D'ailleurs, il ne faut pas proscrire le béton comme ça. J'ai fait une tour de 50 mètres en bois. Le sujet du contreventement, c'est un sujet important et on a été obligé de faire un socle en béton et des cages d'escalier et d'ascenseurs en béton. Je vais juste donner aussi un autre exemple parce qu'on n'a pas du tout parlé de l'existant. Quoi ? À 17h. 17h. Tu as le temps de répondre, parce qu'il a envie de répondre. Juste quand même sur l'existant, là, je vous fais partager simplement un exemple qu'on a, parce que un des vrais sujets quand même, un des défis qu'on a vis-à-vis du climat, c'est quand même les passoires thermiques, les bâtiments existants il faut réussir à améliorer leur performance. Donc sur un de nos projets à Clichy, avec les copropriétaires, il s'agit d'une quarantaine de logements, on a réussi à les convaincre de pouvoir faire une surélévation du projet. D'ailleurs, on vous transmet des images. C'est incroyable, c'est magnifique. Et donc, une surélévation du projet, ça a permis d'isoler mieux ce bâtiment de 40 logements, de créer des ascenseurs. Il n'y avait pas d'ascenseur, c'était un R+4. Et aussi, ça a permis à chacun des habitants d'avoir un balcon. Je ne dis pas que c'est généralisable, je dis simplement que, voilà, comme on devait, dans le titre, on parlait de la qualité, comment améliorer la qualité d'existant. Ça, c'est un exemple. Je suis assez fier de cet exemple parce qu'il a fallu, il y a quand même plus d'une quarantaine de logements, il a fallu avoir l'unanimité des copropriétaires pour pouvoir proposer ce projet qu'ils ont accepté. Et donc on va réaliser, alors on est au stade du permis de construire, mais on va réaliser donc ces ascenseurs dont ils vont bénéficier, ces parties extérieures, ces balcons en enjambant donc le bâtiment. Et puis, on va réisoler leur bâtiment. Voilà une façon d'améliorer la qualité de bâtiments existants. Voilà, j'ai Très bien, merci. Justement, ça me donne la transition vers la prochaine question qui était justement comment améliorer la qualité de l'existant. Mais dans l'existant, il y a aussi les maisons individuelles. Et je ne sais pas si tu as envie d'aborder ce sujet, mais ça fait partie des questions qu'on va nous poser de plus en plus. On ne veut plus opposer les maisons individuelles avec les logements collectifs. Avec toutes les préconisations que vous venez de faire, comment on peut améliorer le tissu pavillonnaire en l'intégrant dans la ville et en réconciliant les deux côtés de la ville? Non, juste dire là, je m'adresse à l'urbaniste aussi. C'est que on a dans l'histoire récente de l'architecture, il y a des très beaux exemples qui sont des alignements de planètes. C'est-à-dire quand il y a un bon maître d'ouvrage, une ville très talentueuse qui a des prescriptions formidables et un excellent architecte. Mais c'est vraiment rare.
L'architecture, c'est l'art de la commande. Non, mais je voulais dire ça parce que il y a toujours des bons exemples. Mais si on s'escrimait sur ce référentiel, c'est que j'ai regardé actuellement, il y a beaucoup de choses qui sont moches, petites, sans prolongation extérieure. Il y a un standard. Je ne dis pas que c'est le standard, mais il y a beaucoup de choses qui sont nulles, on peut le dire, faites par des promoteurs et ils sont nuls. Mais il y a des promoteurs très bons. Donc à un moment, c'est juste comme le dépassement de vitesse, quoi. Voilà, c'est à un moment, il y a des exagérations. Donc c'est pas pour ajouter une norme à une norme, c'est juste dire à un moment, il faut pas déconner. C'est-à-dire, on peut pas faire des 3 pièces à 52 mètres carrés, c'est pas possible. Et j'en ai plein. J'ai dans mon portable. J'ai photographié des plans comme ça. Il y en a plein. Donc à un moment, il y a toujours des bons exemples, mais il y a beaucoup de très mauvais exemples. Non, je voulais que ce soit dit. Voilà. Ensuite, sur la maison individuelle, ce que j'ai... Non, on va pas. Ce que j'aime dans vous allez pouvoir réagir tout à l'heure. Ce que j'aime dans la maison individuelle, c'est que c'est un très bon exemple de référence, une très belle concurrence. C'est-à-dire, il faut que la ville puisse accepter cette concurrence et fasse aussi bien. C'est-à-dire, on a vu pendant ce confinement cette tentation qui existait déjà un peu avant, c'est-à-dire d'imaginer que les métropoles sont des territoires de fuite. Parce qu'on l'a dit, il y a plein de choses, c'est trop cher, trop polluant, trop chaud, trop je sais pas quoi, etc. etc. Donc les logements individuels, l'idée que le Perche, etc., soit une destination, ça me fait plaisir actuellement. Que le Perche ou le Loiret, ou j'en sais rien, moi, c'est pas trop loin, c'est-à-dire éventuellement de dire qu'on habite bien là-bas, que finalement, ce que la data a rêvé, le Zoom a réussi presque à le faire, de dire que finalement on peut travailler là-bas, venir une journée ou deux à Paris, et de dire qu'effectivement le logement individuel lointain, il a un avenir, c'est-à-dire ces territoires de l'oubli, ces territoires de l'invisible dont on a tellement parlé ou gossé, etc. Mais finalement que ça remonte dans nos estimes par rapport à une forme de vie, ça ne me déplaît pas, parce que ça montre un niveau d'exigence de la part de la population qui n'a pas envie de s'entasser, qui n'a pas envie de vivre je sais pas quoi. Donc si les villes se mettent à ce niveau-là, je connais tous les problèmes de malthusianisme municipal qui ne veut pas qu'on construise trop, not in my backyard, etc. Enfin, je connais tout ce système. Mais voilà, ça montre un niveau d'exigence. Donc, je ne sais pas, alors le logement individuel, il vit sa vie là, mais je parlais, je ne réponds pas peut-être à votre question, mais je parlais justement de cette possibilité d'une alternative à la ville, qui est la métropole du très lointain. Métropole, c'est du très lointain, on le connaît, quoi. C'est quand les gens de chez Peugeot là, disent qu'ils veulent que la moitié se fasse en télétravail, ça change radicalement l'organisation de la ville, quand même. C'est-à-dire qu'on peut habiter différemment ailleurs. Et là, effectivement, il y a une vraie concurrence qui s'opère entre la ville et ce qu'elle peut offrir ou ne pas offrir. Et puis ces trucs du lointain, avec chaque fois des curseurs qui montrent si on met l'accent sur la mobilité, sur la verdure, je sais pas quoi, etc. Donc, oui, sauf que les ouvriers, effectivement, de chez Peugeot ne peuvent pas s'offrir le luxe d'avoir une maison dans le Perche et venir 2-3 jours à Paris. Donc, finalement, ces pavillons qu'ils ont achetés péniblement très loin de la ville, qui sont aujourd'hui des passoires thermiques qu'il faut réparer. Je parle des gens, comment les ramener dans la ville et comment les réhabiliter et donner la qualité. C'était ça ma question. Il y a la doxa depuis plusieurs années de dire il faut ramener les gens du pavillon dans la ville, la mobilité, le grignotage, etc. Ça, bien sûr, on ne peut pas être contre, mais je dis qu'il y a un mouvement inverse actuellement qui existe. Et qui n'est pas forcément des gens... oui, je sais, il y a des gens qui sont expulsés vers le lointain, incapables qui ne peuvent pas financer des logements en centre-ville, mais il y a aussi cette volonté de vivre différemment, et c'est cette notion-là qui me semble intéressante, des gens qui sont propriétaires à Paris et qui vont habiter beaucoup plus grand ailleurs. Et voilà, donc ça pousse les villes à proposer autre chose. Je travaille beaucoup à Marseille, par exemple. Il y a ce mouvement de dire on va de Paris à Marseille, c'est une destination à la mode, mais la Provence, tout autour, c'est pas mal non plus. Donc effectivement, il y a ce trajet Paris-Marseille, et Marseille, maison-piscine dans le Luberon, ou ailleurs. Voilà. Donc, j'aime bien cette concurrence.
Non. D'abord, le sujet du travail sur l'existence, c'est un sujet qui est, encore une fois, je le redis, extrêmement contextuel. Tout à l'heure, les prédécesseurs ont parlé de la transformation des bureaux en logement. Là aussi, c'est très compliqué. Ça existe, on l'a fait, mais on le fait vraiment. Encore une fois, il n'y a pas de modèle industriel de ça. Et à chaque fois, là, je vous ai donné un exemple, cette transformation de l'existence, c'est quelque chose de très compliqué. Améliorer la performance énergétique de bâtiments, c'est à chaque fois contextuel. Je voulais juste revenir sur tout à l'heure ce que j'ai entendu de Madame la maire. Oui, mais je vais lui donner la parole justement pour dire juste un truc, c'est que je vous ai entendu. Évidemment, ça a été très compliqué pour les maires qui ont été élus pendant la période du Covid, qui ont été quand même élus, la plupart, sur des programmes de non-construction ou d'arrêt de la construction ou du ralentissement de la construction. Même certains maires dits bâtisseurs, aujourd'hui, ont ralenti leur projet de construction. Moi, je pense qu'il faut continuer à leur faire confiance. Il faut continuer. De toute façon, c'est avec eux et par eux que les choses se débloqueront. Je pense qu'il y a eu une mesure qui est passée presque... comment dire, presque dans l'anonymat. Je ne vais pas dire dans l'anonymat parce que vous êtes tous concernés, c'est la taxe d'habitation. C'est la suppression de la taxe d'habitation. Pour les maires, ça a été le coup de poignard qui a fini par achever leur envie de construire. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de corrélation aujourd'hui entre le nouvel habitant qui arrive et puis la dépense qu'il va falloir assumer avec son arrivée. Je pense qu'il est urgent aussi sur cette question-là qu'il y ait non pas des primes à la construction, parce que c'est une prime, ça ne gère pas un besoin fonctionnel, mais en tout cas des moyens qui soient donnés aux maires pour pouvoir justement assurer, recorréler en fait l'arrivée de nouveaux habitants avec leurs recettes fiscales. Monique, vous vouliez réagir? Moi, j'ai 2 ou 3 choses à dire. Je vous passe la parole. D'abord, les travaux les tout derniers travaux que vous avez dû voir sur le pseudo-exode rural n'existe pas. On a vu que c'était faux. On a vu que les Parisiens n'étaient pas partis, que les Lyonnais n'étaient pas partis, que les Marseillais n'étaient pas partis. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu une recomposition avec des choix pour ceux qui peuvent, ça veut dire très peu de gens. Très peu de gens, c'est une élite qui peut travailler chez elle. Donc en fait, il faut le dire, c'est pas toute la France qui va bouger parce que effectivement, elle en a marre de la ville. Mais cela dit, ça existe. Et puis il y a aussi des urbains acharnés qui partiront jamais de la ville. Donc en fait, il y a une recomposition qui a profité aux villes moyennes, ça on le sait, mais c'est pas radicalement, c'est pas du tout ce qu'on disait, et c'est pas du tout ce que disait la presse. La presse a joué un rôle absolument incroyable en faisant croire que la plupart des urbains étaient en train de partir. Non. Il y a des urbains qui sont partis, qui ressemblent à ceux qui travaillent dans la presse, c'est-à-dire une petite élite de classe moyenne aisée. Donc, ça, c'est pas tout le monde. Bon, ça, c'est la première chose. La deuxième, je me souviens que dans le Grand Paris, on était outrés qu'il y ait une réglementation qui ne permette pas aux propriétaires de maisons individuelles de construire sur leur parcelle. Or, aujourd'hui, c'est de plus en plus courant. Ça s'appelle la densification douce et c'est devenu banal. Donc, en fait, ça évite effectivement l'étalement urbain. Voilà. Donc, c'est ce que j'avais à dire par rapport à ça et je vous rends la parole. Et je pense que François Leclerc, tu parlais effectivement d'exigence. C'est cette exigence qui traduit par la densification douce. C'est là où je pense que vos paroles se rejoignent. On ne parlait pas seulement des gens qui avaient les moyens, je pense. Oui, peut-être pour poursuivre sur les questions de densité. Oui, je le disais, c'est en 2014 que j'ai été élue avec une promesse sur les questions de densité. Et donc, pas
pendant la pandémie, mais lié au fait que quand une ville croît vite et gagne des habitants rapidement, on a besoin aussi de régler les questions de sécurité, d'équipements publics, construire des écoles, des places en crèche, et que ça fait partie de la vie de la ville. Et si mes collègues maires, en tout cas, sont précautionneux sur ces questions-là, mais c'est parce que les habitants le sont plus qu'encore et que nous sommes aussi le reflet des habitants qui s'expriment. Et ce n'est pas que de l'égoïsme, c'est aussi des réalités de vie qui ne sont pas si simples et qui font qu'aujourd'hui, et le confinement l'a exacerbé, les questions de voisinage. Chaque fois que je le dis, ça fait sourire. Mais c'est vrai que lorsque de nouveaux habitants s'installent dans une ville, l'un de leurs sujets, c'est que personne d'autre ne s'installe à côté d'eux ou ne construise de maison, etc. Et donc, on a un sujet d'aménagement général. La DATAR n'existe plus, évidemment, mais il faut que nous puissions nous dire, dans notre pays, quel aménagement nous voulons et quelle façon de vivre ensemble nous voulons, qui dépasse, y compris les mesures fiscales, les mesures des plans locaux d'urbanisme et d'habitat, les SCOT qu'on peut faire. C'est un moment où voulons-nous vivre et qu'est-ce qui nous permet de nous sentir bien dans un cadre de vie. Et je ne suis pas sûre que nous soyons en train de répondre, et c'est là que je rejoins le regret sur les débats, que nous n'ayons pas passé assez de temps à répondre à cette question. Tout le monde n'a pas envie de partir de la ville, mais il y a... Pour beaucoup, c'est aussi d'avoir sa maison une forme de promotion. Cela reste encore une réalité. Et moi, enfin, en tout cas, en tant qu'élu, ça me semble dangereux d'opposer beaucoup les types d'habitat malgré tout. Je crois qu'on a encore la capacité de les faire coexister. Et en tout cas, si on veut entraîner l'adhésion de nos concitoyens, je ne suis pas sûre qu'on y arrivera en contraignant et en disant voilà la bonne forme d'habiter. Ça, c'est et puis peut-être sur la question, vous aviez sur la question du coût du foncier. On a un sujet des métropoles et des centres-villes les plus actifs, et puis on a tout le sujet de la déprise sur d'autres territoires où il y a des logements vacants en réalité, qu'on ne sait pas aujourd'hui occuper. C'est là que je dis que cette réflexion d'ensemble que nous n'avons plus aujourd'hui me semble utile, parce qu'il y a des endroits, des centres-villes, il y a tout le programme, on a parlé sur la présente table ronde, cœur de ville, ville moyenne, ville de demain. Ville de demain, oui. Voilà. Clairement, là, on a un autre sujet que celui de la métropole lyonnaise du cœur de l'Île-de-France. C'est tous les endroits où il y a les logements sont là, mais sans personnes qui veulent, enfin, sans locataires ou habitants. Et c'est aussi une autre forme de réflexion sur la ville et son évolution. Voilà. Oui, je rebondis sur ce que vous dites par rapport aux maisons de centre-bourg. Est-ce que vous ne pensez pas qu'une réinterprétation du désir de maisons individuelles, en les retraduisant justement dans ces maisons en centre-bourg moins denses, ça peut être une solution à ce qu'on ne s'éloigne pas encore et encore ? C'est-à-dire qu'on garde la maison de ville et la maison... Et moi, j'en suis convaincue que c'est une des façons de réaliser un des rêves aussi de personnes qui ont effectivement été dans le logement social ou qui ont été dans du collectif et qui veulent avoir une maison de ville ou une maison dans les métropoles. Et on assiste aujourd'hui à ce phénomène, beaucoup de préservation. Après avoir été... des zones pavillonnaires, la volonté a été beaucoup dans nos agglomérations de les démolir pour remplacer par du collectif, évidemment, en se disant ça permet de densifier, de garder, d'empêcher l'étalement urbain. Aujourd'hui, on en revient aussi, je crois. Et en tout cas, dans nos PLUH, si je reviens à la métropole de Lyon, y compris dans les villes populaires comme la mienne, on retravaille la question du pavillon. Là où il y avait 2000 mètres carrés avec une maison, on en fait plus. Évidemment, il y a moins de terrain, mais il y a quand même l'idée de garder cela. Et ça permet d'avoir les services, l'école, la crèche, l'accès à la culture, au sport, les questions de sécurité travaillées, et d'avoir tous les types de logements. Voilà. Très bien. J'avais une question avant de vous donner la parole. Vous savez, quand on décortique le prix du logement, on parle du prix du foncier, du prix de la construction,
Mais on a aussi un sujet qui fâche, c'est le coût du portage et les intermédiaires. Et ce qu'on a vu, c'est que dans l'appel d'offres, l'AMI engagé pour la qualité du logement, vraiment un tiers pratiquement des réponses étaient autour des coopératifs. Ce qui met un peu en question pour moi vraiment la fonction du promoteur qui est le porteur du projet. Alors, est-ce que vous, dans votre chaîne de production, vous avez trouvé des solutions pour aussi baisser ce coût-là, pour pouvoir donner un peu plus d'argent pour la qualité du logement? Ou c'est une mauvaise question ou une mauvaise accusation? Oui. L'intérêt pour le promoteur, mais aussi le coût de la banque, les assurances. Enfin, est-ce qu'il y a vraiment une façon de venir chercher un par un dans ces équations-là des solutions financières pour l'abordabilité du logement? Alors, de toute façon, ce qui est sûr, c'est que c'est les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. C'est-à-dire qu'on peut traquer ces dépenses, essayer de les compresser au maximum. La réalité, c'est que les coûts de portage ne sont pas si importants que ça, puisque les taux d'intérêt sont relativement bas. Encore une fois, je le redis, aujourd'hui, le prix du foncier, c'est 40 ou 50% le prix de l'opération. Donc c'est en s'attaquant à ce prix-là qu'on saura libérer des marges de manœuvre pour le reste. C'est en s'attaquant à ce prix-là qu'on saura faire aussi baisser les prix globaux en essayant de produire plus d'offres qu'on ne produit aujourd'hui. Et c'est comme ça qu'on redonnera du pouvoir aux concitoyens pour, en fonction de leur capacité, à pouvoir acheter une surface plus importante. Voilà, moi je pense que le sujet, il est très concentré sur cette question d'aménagement et de foncier. Sachant que ça vous a pas échappé, le prix des matières premières était en train d'exploser. Aujourd'hui, c'est très compliqué à 3 mois de pouvoir s'engager sur un coût de construction. Les entreprises, je parle notamment avec le métal, les entreprises sont dans une grande incertitude sur ces sujets de coûts. Donc voilà. Après, les sujets d'intermédiaire, je veux dire, franchement, c'est pas marginal, mais ça représente peut-être 10% du coût, alors que le reste est, on parle de 40% pour le coût de construction et 40 ou 50% pour le prix du foncier. Donc c'est bien là-dessus qu'il faut travailler pour compresser les coûts. On parle de 23% de coût de portage. Tout compris. Je ne sais pas ce que c'est. Parce que si vous parlez d'un coût de portage des honoraires d'architecte, par exemple, pour moi, il ne s'agit pas d'un coût de portage. Si vous parlez de coût de portage des honoraires de maître d'ouvrage, ce n'est pas non plus un coût de portage. Très bien. Est-ce que vous voulez réagir dans la salle? Cyril Poy? Non, il n'a pas envoyé de texto. Ça veut dire qu'on a abordé tous les sujets au sujet de la qualité. Léa? Merci beaucoup pour cet échange qui était très stimulant. J'avais une question par rapport qui est peut-être un peu maladroite, mais par rapport à la question des espaces extérieurs que vous évoquiez à l'intérieur, extérieur dans les logements, et par rapport à cette très belle formulation que vous avez proposée, à savoir perdu le goût de la ville. Et je me demandais si une des choses qui, selon moi, mais peut-être que je me trompe, propose la ville, c'est justement un extérieur
proches et lointains, à savoir un des lieux de rencontre à une très grande proximité de l'habitation, à savoir des squares dans lesquels on croise ses voisins ou d'autres parents d'élèves, la rue dans laquelle on croise, je sais pas, le boucher à qui on dit 3 mots. Et en fait, toute cette question de la rencontre à proximité de l'habitation, c'est quelque part une forme d'extérieur qui permet peut-être aussi d'habiter un petit peu différemment son intérieur. Et je me demandais dans quelle mesure c'est quelque chose, François Leclerc, que vous avez aussi étudié, parce que j'imagine que quand on est dans un logement collectif au milieu d'une zone, je ne sais pas, périmétropolitaine, dans laquelle finalement on n'a pas cette relation à l'extérieur, on n'a pas cette relation de proximité avec les autres habitants et habitantes, on ne ressent pas forcément l'intérieur de son logement de la même manière. Ou alors je fais fausse route. Le petit logement, si vous voulez, il est possible dans l'idéalité de la ville. C'est-à-dire celui qu'on a aimé, qu'on a connu, quand on était môme, à Paris, môme, enfin, tout est relatif. C'est-à-dire quand sa terrasse, c'est la terrasse du café, quand son jardin, c'est le square, que le séjour, il a son extension dans le café en bas, etc. Effectivement, là, il y a une sorte de ville rêvée. Simplement que ça correspond effectivement à cette ville très belle, très active, celle qu'on aime, celle qu'on a aimée, etc., mais qui n'existe que dans certains endroits. C'est-à-dire si on voit cette ville qu'on a tellement appréciée, voilà, il y a Paris, quelques centralités comme ça dans certaines très grandes villes, mais finalement, quand on quitte au-delà du périphérique, trouver ça, c'est très rare. C'est pour ça, je trouve qu'on a peut-être beaucoup misé sur la ville pour dire le logement c'est pas si grave que ça. On a misé sur la ville et la ville disparaissait. La ville du rez-de-chaussée, la ville du sol, ce que j'appelle le raid des villes. C'est-à-dire finalement, cette surface acceptable dans des zones denses, actives, dans lesquelles on ne fait que passer finalement dans son logement, ce modèle a été exporté un peu partout, même là où il n'y a rien. Et c'est ça qui est un peu énervant. Après, c'était pas mon propos de dire que sous prétexte qu'on a des lieux de proximité de rencontre, on fait des logements peu qualitatifs, de même que c'est pas parce qu'on revendique l'importance d'avoir des balcons, des loggias ou autres qu'on est indifférent à l'intérieur de l'habitation. C'était pas mon propos de dire que voilà, sous prétexte que la ville offre d'autres choses, que le logement doit pas y être. Non, mais je veux dire qu'il y avait une sorte d'excuse, si vous voulez. La ville idéale, celle que l'on aime, parce que c'est la ville active, on va dire, la ville folle, la ville, elle excuse beaucoup de choses dans le logement. C'est ce que je voulais dire. Mais c'est vrai que ce que la ville n'offre plus, il faut savoir, il va y avoir une compensation par rapport au logement, y compris par rapport à cette relation à l'extérieur. C'est pas forcément les trois gazons qu'il y a en pied d'immeuble, vous voyez. Et c'est pas non plus, je crois pas forcément à l'histoire de l'immeuble qui servirait à ce que le logement n'a pas. C'est une possibilité, mais c'est pas suffisant. C'est-à-dire, on a beaucoup misé, j'ai regardé dans tout ce qui a pu être fait, dans les réinventés, dans les machins, etc. C'est-à-dire, l'immeuble aussi pouvait pallier aux insuffisances du logement. C'est-à-dire, on a fait les chambres en plus qu'on pouvait les chercher ici ou là, et puis les co-living, et les co-working, et les co-machins, etc. Puis aller s'occuper des fraises ensemble sur le toit. Mais il y a toute une espèce de système très sympathique qu'est le vivre ensemble. Et on oublie trop souvent le vivre seul. On a besoin un peu de sa solitude, de sa permanence et son autonomie. Voilà, donc, si vous voulez, cette notion de... Oui, voilà, quoi. C'est-à-dire, il faut l'idée de la ville qui se délite, il a ça comme corollaire, finalement, un logement qui doit donner plus, en attendant que tout aille bien. Oui, tu as raison, mais sauf que avec l'évolution du travail... Ah, pardon. Ça se met là. Pardon, avec l'évolution du travail, c'est-à-dire que plus on va travailler chez soi, plus on aura besoin que le quartier soit équipé. Et équipé d'aménités, c'est-à-dire qu'on ne soit pas obligé de payer pour tout ce qu'on fait autour du quartier. Donc en fait, ça dépend beaucoup. L'évolution de la ville va beaucoup dépendre de l'évolution du travail. Parce qu'il faut compenser tout ce qui se passait dans les bureaux. Toute la rencontre qui était très liée au travail.
je me souviens d'un travail sur les secrétaires qui montrait que la moitié des secrétaires travaillaient pour rencontrer d'autres gens et pas à cause de l'argent qu'elles payaient à la nourrice d'ailleurs, qu'elles remboursaient aussitôt à la nourrice. Donc la question, c'est comment compenser ce manque de contact qui était banal et qui va le devenir de moins en moins. Donc il faut que la ville compense ça. Et il faut qu'elle le compense en termes de jardin, de salles de sport, de café. Moi, évidemment, café, parce que les cafés dans les grandes villes, c'est extrêmement fondamental. Et puis, que l'idée de rencontres organisées ou pas du tout soit fondamentale aussi. Parce que moi, je trouvais, par exemple, qu'un immeuble de Stoa dans le 19e est très intéressant, parce qu'ils ont non seulement installé des jardins sur le toit, mais mis sur la façade latérale, un escalier qui permet à une association de quartier de venir sur la terrasse pour jouer aussi le rôle d'animateur et simplement de jardinier. Donc en fait, c'est des petites choses comme ça qui font que la ville est vivable. Autrement, effectivement, on va ailleurs. À ce sujet, Hélène Geoffroy, il y a de plus en plus de maires qui réfléchissent à ouvrir les cours de récréation des écoles qui ne sont pas à 100% utilisés puisque le week-end et les vacances sont fermés à la ville. Voilà. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose de réalisable? Après, on me dit que l'heure est terminée, donc ça sera la dernière question. Je ferai une réponse Merci. Synthétique. En tout cas, se dire que les espaces publics ont plusieurs vies possibles, ou en tout cas nos cours évidemment d'école et de collège, mais aussi une partie des bâtiments. C'est ce qu'on fait aujourd'hui quand les parents d'élèves peuvent venir dans les locaux indépendamment des temps de vie de l'éducation nationale, quand des associations les animent. Et vous avez raison, ça fait partie des évolutions qui sont plutôt bien avancées de ce point de vue-là, parce qu'il faut pouvoir vivre la ville dans tous ces temps et sur différents espaces. Et c'est l'un des enjeux, notamment pour les villes populaires, qui sont des villes jeunes et qui ont besoin que leur jeunesse trouve des lieux d'expression. Si je reviens à l'adolescent de 17 ans dans sa chambre tout seul, confiné, eh bien aujourd'hui, pour nos villes plus populaires, c'est l'un des enjeux majeurs. Quelle place laisse-t-on à la jeunesse sur l'espace public sans qu'elle soit vue aussitôt comme une source de nuisance? Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Merci. Et les candidats, ils sont là. Les candidats arrivent, mais vous poserez directement les questions.